L'explication du sens moral chez l'humain, c'est une question philosophique souvent abordée, particulièrement dans les cours de philosophie de niveau collégial au Québec. Et cette question-là, elle s'entremêle avec une autre question philosophique souvent abordée, c'est-à-dire ce qui distingue l'humain des autres animaux. Cette question-là est assez mal posée, en fait, parce que le règne animal est beaucoup trop diversifié pour qu'on puisse vraiment répondre à ça. Il va sans dire que la différence entre l'humain et le chimpanzé n'est pas du même ordre que la différence entre l'humain et le moineau. Et d'ailleurs, si on voulait parler de ce qui distingue un chimpanzé d'un moineau, déjà là, on en aurait long à dire. Les animaux, c'est une catégorie qui englobe beaucoup d'êtres vivants très différents les uns des autres. Quoi qu'il en soit, quand on compare l'humain avec d'autres mammifères, particulièrement avec d'autres grands primates, on peut avoir des discussions intéressantes quant à savoir s'il y a une différence ontologique ou une différence de degré. Pour le formuler autrement, est-ce qu'il y a une différence qualitative, une différence de nature? Est-ce qu'il y a une ou plusieurs qualités qui appartiennent strictement à l'humanité et qui ne se retrouvent chez aucun autre animal, même pas à un degré inférieur? Le philosophe Immanuel Kant, qui a vécu au 18e siècle, considérait qu'il y a une différence de nature, que l'humain se distingue nettement de l'animal par son sens moral. Bon, le fait est que l'humain a un sens moral, effectivement. Ce qu'on veut dire par là, c'est que les êtres humains se sentent liés par des règles de conduite. Ils considèrent être obligés de suivre certaines règles et ils s'attendent aussi à ce que les autres suivent certaines règles. Ça, c'est une réalité, le sens moral, il existe. Maintenant, des philosophes du 18e siècle ont eu différentes hypothèses sur ce qui explique cette réalité. Alors, Kant expliquait l'existence du sens moral chez l'humain en le faisant reposer sur la raison et sur la liberté. Ici, la liberté, on la prend au sens d'une capacité de s'émanciper de ses sentiments, de ses penchants naturels, pour prendre des décisions. Si l'on suit la position de Kant, alors que l'animal agit en étant continuellement soumis à ses sentiments naturels, l'humain, lui, est capable de s'émanciper de ses sentiments et de choisir de suivre des règles, même si ses sentiments l'inclinent à enfreindre les dites règles. Kant considérait que l'on pouvait se figurer ses devoirs moraux par des raisonnements et que par un acte de liberté, on pouvait s'y conformer. D'un point de vue kantien, la différence entre l'humain et l'animal est donc ontologique. Il y a un saut qualitatif. La raison pratique et la liberté qui rendent possible le sens moral, c'est une qualité strictement humaine. David Hume, un autre philosophe du 18e siècle, avait une conception différente du sens moral et de la différence entre l'humain et les autres animaux. Alors pour Hume, ce n'est pas en s'émancipant de ses sentiments naturels que l'on agit moralement, mais bien en agissant conformément à certains sentiments naturels. Le sens moral reposait, selon Hume, sur les sentiments naturels de sympathie et de bienveillance. Bon, ici, il importe de mentionner qu'à l'époque de Hume, on utilisait le mot sympathie dans un sens proche de celui qu'on accorde aujourd'hui au mot empathie. Mais bref, selon Hume, le sens moral était le résultat de la combinaison de l'empathie et d'un souci naturel pour le bien-être de ses semblables, et on ajoute le déterminisme social, l'éducation et la socialisation. Hume parlait de la morale comme d'un ensemble d'habitus.
Et par ailleurs, il considérait que la différence entre l'humain et l'animal était de degré. Les humains, comme les animaux, raisonnent par induction, même si les humains sont capables de faire des raisonnements inductifs plus complexes que les autres animaux, le type de raisonnement est le même. Et les sentiments humains sont également semblables aux sentiments des autres animaux. Et le lien avec la morale est toujours présent ici. Hume considérait les règles morales, ou plutôt devrais-je dire les règles de justice, comme le résultat de raisonnements par induction. Les humains sont en mesure de se figurer par expérience que certaines règles de justice, le respect de la propriété par exemple, sont dans leur intérêt. Alors, somme toute, en agissant moralement, l'humain n'est pas ontologiquement différent d'un animal d'une autre espèce. Comme n'importe quel animal, il agit en fonction d'une combinaison de sentiments naturels et de rationalité. Les sentiments naturels impliqués sont la recherche de son propre intérêt et l'inclination vers le bien-être de ses semblables proches de lui. Et le rôle de la rationalité, eh bien, c'est le suivant. Pour savoir quelle façon d'agir permettent de servir ses propres intérêts et ceux de ses proches, il faut faire certains raisonnements. Mais les animaux aussi ont une capacité d'ajuster leur comportement pour favoriser leurs propres intérêts et ceux de leurs proches. Bon, les animaux. Me voilà en train de dire les animaux en général, alors que, comme je le disais en commençant mon exposé, comparer l'humain aux animaux, c'est un peu une fausse question. Par contre, si on y va avec des animaux précis, par exemple les grands singes, on peut faire des comparaisons intéressantes et essayer de voir qui, de Kant ou Hume, avait raison. Le primatologue et éthologue Franz de Waal compare les humains avec les autres grands primates et les informations qu'il apporte, elles mènent en fait à une position mitoyenne entre Kant et Hume. En ce qui concerne l'explication de l'existence du sens moral, de Waal est certainement plus proche de l'idée de Hume que de celle de Kant. Dans son livre Le bonobo, Dieu et nous, de Waal écrit notamment, je vous cite la phrase, « La morale vient d'en bas ». Il oppose sa conception à deux conceptions selon lesquelles la morale viendrait d'en haut. Dans la tradition occidentale chrétienne, on a longtemps considéré que la morale vient d'en haut, au sens où elle viendrait de Dieu. Puis s'est installé l'humanisme caractéristique de la modernité, dont on peut considérer le philosophe Kant comme l'un des représentants. On en est venu à concevoir la morale comme venant de la raison humaine, une faculté supérieure qui permettrait de dépasser nos sentiments naturels, de s'élever en quelque sorte au-dessus du statut d'animal. D'une façon comme de l'autre, de Waal considère que ça revient à dire que la morale vient d'en haut. Et selon lui, la vérité, c'est que la morale vient d'en bas. C'est-à-dire qu'elle s'enracine dans des sentiments naturels. Pour ainsi dire, dans notre psychologie de primate. Dans son livre Le bonobo, Dieu et nous, il apporte une panoplie d'exemples de comportements chez différents singes qui révèlent qu'on retrouve chez eux de l'entraide, le sens de la réciprocité, un certain sens de l'équité. On constate aussi que ce serait simplet de dire que les animaux, comme on le pensait dans l'humanisme classique, on considérait que les animaux agissent en étant prisonniers de leur nature, de leur instinct, alors que les humains agissent en suivant leurs raisons. C'est pas aussi simple que ça. Probablement que ce serait juste de dire que des insectes, par exemple,
agissent de façon instinctive. Et encore là, peut-être que des spécialistes me contrediraient, c'est à voir. Mais par contre, c'est clair que chez les mammifères, a fortiori chez les primates, on constate des comportements qui impliquent plus qu'un simple instinct. Ils ont des comportements qui impliquent une capacité de comprendre des situations spécifiques et de réaliser des projets en plusieurs étapes qui demandent une certaine planification. Il y a trop d'exemples dans le livre Le Bonobo, Dieu et nous pour que je puisse tout rapporter dans une vidéo. Je vous invite à le lire et peut-être à commencer avec l'entrevue parue dans l'actualité il y a quelques années, une entrevue avec Frans de Waal pour laquelle je vous ai laissé un lien dans la description de la vidéo. Rapidement, je pourrais mentionner que chez les chimpanzés, des femelles peuvent se mettre à plusieurs pour défendre une consoeur contre un mâle qui cherche à s'imposer à elle. Ou encore, des mâles interviennent parfois pour empêcher des batailles de dégénérer. On peut voir des jeunes adultes apporter de l'eau à des adultes âgés qui ont plus de mal à se déplacer jusqu'à la source d'eau. Il y a vraiment beaucoup d'exemples et dans l'ensemble, il ressort qu'en ce qui concerne l'explication du sens moral, en ce qui concerne les sentiments et la capacité de raisonner, les informations que rapporte Frans de Waal tendent à donner raison à David Hume mais non à Emmanuel Kant. Le sens moral repose sur des sentiments naturels et les sentiments et la capacité de raisonner chez l'humain sont semblables à ceux qu'on retrouve chez les singes. Par contre, on peut aussi rejoindre Kant à partir de l'information apportée par Frans de Waal, dans la mesure où on peut continuer de soutenir l'idée selon laquelle le sens moral est un trait strictement humain. La capacité de concevoir des règles morales et de les suivre. Frans de Waal confirme que ça n'existe que chez les humains. Il distingue deux niveaux de moralité. Le premier, il l'appelle la morale en tête-à-tête. Ça, c'est ce que nous partageons avec les singes. Se sentir gêné si on est injustement favorisé par rapport à d'autres ou indigné si d'autres sont injustement favorisés. Assister les plus âgés ou les handicapés, défendre des proches en difficulté, respecter la propriété d'autrui, etc. Ça, c'est ce que nous partageons avec les singes. Mais le deuxième niveau de moralité, de Waal l'appelle le souci de la communauté. Il serait spécifique à l'humain et il se définit comme le souci pour des actions qui ne nous touchent pas directement. Ici, il faut bien comprendre ce que de Waal veut dire par « qui ne nous touche pas directement ». Tenez, j'ai donné l'exemple des femelles qui font coalition pour protéger une autre femelle contre une agression. Vous pourriez dire que l'agression ne les touche pas directement, elles n'en sont pas victimes. Mais il demeure qu'elles réagissent à quelque chose qui se passe devant leurs yeux, là, au moment présent. Nous, humains, on se soucie de choses dont on n'est même pas témoin. Par exemple, il n'est pas rare que nos journaux parlent de cas d'intimidation dans telle ou telle école. Nous, on lit, on trouve ça intéressant, même si ça s'est passé dans une école loin de chez nous. Ah, tenez, en ce moment, au Québec, on parle beaucoup des actes barbares qui ont lieu dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Pour la plupart d'entre nous, ce qui arrive concerne des gens avec qui on n'a pas le moindre lien. Et ça se passe dans un autre pays, mais on en parle. On trouve ça intéressant. On s'en soucie. Seuls les humains peuvent parler d'événements lointains ou passés et prendre des décisions sur les façons d'agir à adopter désormais relativement à ces événements lointains ou passés. L'humain peut se poser des questions comme de se demander si la peine de mort est compatible
avec la valeur qu'on accorde à la vie humaine? Ça, c'est un exemple de question que Frans de Waal donne lui-même dans le livre Le Bonobo, Dieu et nous. Les singes ne se posent pas une question comme ça. Ou un autre exemple de question proposée par Frans de Waal, nous, humains, nous demandons si une orientation sexuelle qu'on n'a pas choisie peut poser un problème moral. Ça n'existe pas chez les grands singes. Et je termine avec un commentaire de Moncru. Comme le dit Frans de Waal, le deuxième niveau de moralité, il vient avec une capacité d'abstraction. Et cette capacité d'abstraction me semble reposer précisément sur la capacité d'utiliser le langage. Le langage doit être distingué de la communication. Il est une forme particulière de communication. Les animaux communiquent, seuls les humains parlent, c'est-à-dire que seuls les humains communiquent par concept. Et ça rend justement possible de communiquer sur des événements lointains, sur le passé, sur un futur éventuel, et même sur des personnages et des événements imaginaires. Le langage est vraiment le moteur de tout ce qui distingue l'être humain. On en a besoin pour transmettre les connaissances et les accumuler d'une génération à l'autre. Autrement dit, il faut le langage pour développer la science, l'histoire et la philosophie. Le langage est aussi une condition nécessaire pour le folklore, la littérature, le théâtre, le cinéma, bref, la culture. Et revenons-en à la morale. Des règles morales, ce n'est rien d'autre que de la communication sur un futur éventuel. On établit qu'advenant qu'il arrive une situation X, on devra agir de la manière suivante, d'une manière spécifique. Alors, par exemple, on enseigne à un enfant que quand il se retrouvera dans la situation de demander quelque chose à quelqu'un, il devra dire « s'il vous plaît ». Que quand on lui donnera ce qu'il demande, il devra dire « merci ». On établit que quand un étudiant se retrouvera dans la situation de faire un examen, il ne devra pas regarder sur la copie des autres étudiants, ni dans des documents non autorisés. Et pensez aux règles morales que vous voudrez. Il s'agit toujours de dire ce que l'on devra faire ou s'abstenir de faire, advenant une situation qui pourrait surgir dans un futur éventuel. Alors, bref, Hume avait raison. Le sens moral s'explique par une combinaison de sentiments naturels et de déterminisme social, mais il semble que pour que l'explication scientifique du sens moral soit complète, on doit ajouter un troisième élément pour que l'empathie et le déterminisme social donnent la morale à proprement parler et non simplement des mœurs comme chez les singes. Il faut aussi la capacité de parler, de communiquer par concept. Et donc, Kant avait aussi un peu raison, seuls les humains ont un sens moral. À la prochaine.